Bonsoir. Donc on va entrer un peu dans le vif du sujet avec déjà cette planche-là. C'est la planche qui ouvre le premier tome. Mais je me demande si quand on se lance dans un projet comme celui-ci, on ne se dit pas d'emblée, on est dans la merde jusqu'au cou. Parce que c'est un projet qui est quand même singulier, mais vous vous attaquez à quelque chose qui est énorme, autant de par l'impact culturel de Star Wars que par le côté du rapport des gens à Star Wars, qui est un rapport très affectif, parfois fétichiste. Qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, le mot merde n'est pas du tout adapté. Moi, je vois ça comme une grosse barbe à papa. Donc, on y est bien. En revanche, effectivement, il faut pouvoir la déguster avec parcimonie et pas faire d'indigestion et du coup y aller quand même avec prudence. Donc, c'était ça. Soin, prudence, comment dire oui, essayer de mettre beaucoup de cœur aussi pour être certain que la réception sera à la hauteur du sujet, en fait. Voilà, je dis souvent que je me suis senti vraiment en responsabilité, je dirais, vis-à-vis du fan que je suis déjà, que j'ai été, que je suis toujours, et vis-à-vis de toute cette immense communauté qui peut effectivement parfois être un petit peu sévère, on le sait, mais par contre qui est aussi souvent d'un enthousiasme et d'une fidélité incroyable. Donc c'est une question de respect et c'est une question voilà, il fallait aborder ça de la meilleure des façons et pour être à la hauteur du sujet. Et c'est sûr que c'était pas évident, mais c'est le pari qu'on s'est lancé. Oui, c'est vrai, on est un petit peu dans la mouise quand on s'attaque à un projet comme ça, parce qu'on a une grande responsabilité. On sait qu'il y a énormément de fans de Star Wars et on veut respecter leur passion, qui est la nôtre aussi. Et puis, on s'attaque aussi au récit de la vie d'un homme, une personne qui existe. Et tous les gens autour de lui, tous les gens dont on parle dans le livre, c'est des gens qui existent, et certains qui ont existé, qui ne sont plus avec nous, mais il faut aborder ça avec pudeur, avec humilité et avec beaucoup de respect, parce que ce livre, pour nous, c'est avant tout une lettre d'amour à George Lucas, qui nous a fait rêver quand on était tout petit et qui a continué à nous faire rêver jusqu'à l'âge adulte. Et on porte ça avec nous, c'est cette énorme Madeleine qu'on traîne partout avec nous. Et donc voilà, il fallait rendre hommage à cette création, à cette œuvre. Et puis en même temps, être juste et essayer d'être le plus honnête possible, le plus objectif possible. Donc pas trop de fanservice, comme on dit, mais quand même un récit au plus proche de la vérité. Avec une notion qui est intéressante, vous dites c'est une lettre d'amour à George Lucas et pas c'est une lettre d'amour à Star Wars. Genre que le projet c'est très différent. C'est pas un livre sur Star Wars, c'est un livre sur Lucas. Qu'est-ce qui a amené cette envie de le traiter lui ? Oui, c'est ça. C'est que l'histoire de Star Wars, tout le monde la connaît. On a vu les films, on sait souvent comment ils ont été faits d'un point de vue technique. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe en coulisses, dans l'esprit de ce créateur, et de parler de son entourage, de ses alliés, de ses ennemis aussi, de voir comment on construit un film aussi énorme, un monument dans le patrimoine culturel mondial. Et comment ça a commencé ? Ça commence avec un rêve d'enfant, un homme tout seul, qui va rassembler autour de lui des créateurs de génie, parce qu'une œuvre comme ça se fait pas tout seul, ça se fait jamais tout seul. Le cinéma encore moins, parce que c'est des entreprises qui mobilisent des centaines de personnes. Et donc c'était ça qui était intéressant et qui nous a motivés, c'est de raconter cette histoire à travers les yeux de George Lucas, comment lui a vécu tout ça. Avec une notion qui est aussi d'importance, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, déjà beaucoup de choses qui ont été écrites. Alors peut-être pas autant sur Lucas, mais sur Star Wars, il y a beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on sait qu'on va se différencier ? Parce que par exemple, à la fin de chaque volume, il y a une bibliographie de tous les documents. C'est une masse de travail, c'est une masse de documentation qui est énorme. Or, dans ces deux albums, il y a beaucoup d'informations que moi, par exemple, je ne savais absolument pas. Genre, comment vous êtes allé à la recherche d'informations en disant il faut qu'on se différencie des autres et de trouver des choses qui ne soient pas déjà connues du grand public ?
Ce qui dicte le récit, c'est avant tout l'aventure humaine. Donc, toutes les anecdotes, toutes les choses qui sont racontées doivent étayer le portrait de cet homme et de ses collaborateurs. Donc, c'est un travail de recherche assez approfondi, qui est long, qui est passionnant, de déterrer tous ces témoignages et de recréer, de reconstituer ce parcours de ce jeune cinéaste. Et donc voilà, le choix s'impose en fait à travers la qualité et la pertinence des anecdotes. Qu'est-ce qui va permettre de comprendre qui est Lucas, qui est sa femme, qui sont les gens dans son entourage. Donc il y a évidemment une masse d'informations, une documentation gigantesque, et il faut aller piocher là-dedans tout ce qui va, chaque petite pièce du puzzle pour essayer de reconstituer George Lucas. Et au-delà du fond, parce que ça, il s'agit du fond, c'est la forme aussi, qui n'a jamais été exploitée comme ça. Et c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, quand Laurent m'a contacté à l'époque pour me proposer le projet, assez vite, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vraiment une très bonne idée de le faire comme ça, en bande dessinée, parce qu'on a à la fois une liberté de pouvoir illustrer ce qu'on veut, alors dans les capacités du dessinateur, bien sûr, mais quand même, théoriquement, on doit pouvoir tout faire. Et surtout, on peut mettre en scène. On peut vraiment faire venir le lecteur dans cette intimité, dans ces coulisses. C'est pas seulement un type sur une chaise devant une caméra qui va raconter une anecdote. On est avec eux, on vit et on voit et on ressent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Et le meilleur exemple, c'est par exemple l'accident de voiture. C'est vrai que c'est une anecdote qui a été racontée par lui-même et par son entourage assez régulièrement. Et puis bon, c'est quand même assez abstrait de dire oui, je me suis fait percuter, il y a eu un tonneau. Alors il y a eu une image qui avait été publiée dans ce journal à l'époque, ce journal de Modesto local, où on voyait la voiture en miettes contre un arbre, mais c'était à peu près tout. Et là, on avait l'opportunité visuellement de pouvoir montrer, de pouvoir faire quelque chose de dynamique, de choquant, parce que c'était aussi un moyen de faire prendre la mesure au lecteur qu'il a failli mourir ce jour-là, et que c'est sûr que le monde du cinéma serait sans doute assez différent si ça avait été le cas. Et donc un moment clé, un turning point, comme on dit en cours de scénario, qui est essentiel. Et là, la BD offre quelque chose d'unique, en fait, de pouvoir le faire. Et je dirais pour un coût relativement modeste, parce que si on avait dû filmer ça aussi, c'est pareil, ça aurait dû coûter. Puisque vous parlez de mise en scène, il y a une idée aussi de comment est-ce qu'on fait une dramaturgie, un récit d'un album. Vous parlez de l'accident de voiture, les deux albums s'ouvrent sur un accident de voiture, s'ouvrent sur des choses qui sont extrêmement graphiques. Comment est-ce qu'au-delà de la masse d'informations, vous avez organisé la narration de ces albums ? C'était important de happer le lecteur, évidemment. On aspire toujours, en tant que scénariste et en tant que dessinateur, à capter l'attention du lecteur très rapidement et de l'embarquer avec nous dans cette histoire. Et quoi de plus spectaculaire que de commencer sur cet incident cardiaque qui tombe sur les frêles épaules du jeune Lucas, à un moment où il est vraiment au plus bas, où il ne croit plus que le film va pouvoir se faire. Et il arrive donc ce problème de santé. Et juste après ça, alors que le lecteur est déjà un peu embarqué dans cette période très stressante, on revient sur cet accident de voiture, qui est un épisode fondateur de la vie de Lucas et qui est relativement méconnu du grand public. Donc ça s'imposait en fait de commencer le récit par ça, parce que c'est une entrée coup de poing, et à partir de là, on est en empathie avec le jeune Lucas, et on a envie qu'il s'en sorte. On sait dès le début qu'il va s'en sortir, on sait que le film va sortir et que ça va devenir l'un des plus grands cinéastes de notre époque, mais on va finir par douter, parce que tout ce qui va lui tomber sur les épaules, c'est assez spectaculaire et redoutable. Sachant qu'il y a plusieurs couches de lecture de ces albums. Il y a le côté de Lucas, mais aussi le côté de comment fonctionnaient les studios hollywoodiens à l'époque. Est-ce que c'est le même travail ? Est-ce que c'est la même recherche ? Est-ce que c'est la même idée de parler d'un système qui plus est, qui est entre guillemets un peu révolu, mais pas tout à fait, de raconter comment il y a un côté économique, et de l'autre côté, le côté
de quelqu'un qui, quelque part, est juste un utopiste créatif. Je veux dire qu'on pourrait très bien résumer cette histoire-là pour dire comment un créatif devient malgré lui un industriel. Donc comment vous avez trouvé l'équilibre entre ces deux récits, voire même une troisième piste, mais qu'on développera un peu plus tard? C'est indissociable pour comprendre l'histoire de Lucas et la difficulté qu'il a eu à faire ses films. Il faut expliquer comment fonctionne le système hollywoodien de cette époque. Il n'a pas beaucoup changé. C'est régi par l'argent, c'est tenu par des financiers. À cette époque-là, déjà, les studios étaient entre les mains de gens qui n'étaient plus vraiment des artistes. On était sortis de l'âge d'or hollywoodien où il y avait des Louis B. Mayer, des gens, des Zanuck qui connaissaient le cinéma, qui étaient eux-mêmes des cinéastes, et donc qui avaient la double casquette de businessman et d'artiste. Mais après, on a toute une nouvelle génération d'hommes d'affaires qui regardent uniquement the bottom line, la ligne finale de comptable. Et donc, quand Lucas arrive avec ce projet, ils n'ont pas la sensibilité pour comprendre qu'il a fait American Graffiti et qu'il a un œil de cinéaste et qu'il a quelque chose à apporter. Et un cheval sur lequel on peut miser. Ils n'y croient pas trop. On ne peut pas complètement les blâmer parce que c'était vraiment un sacré pari, Star Wars. Et donc, voilà, il fallait parler de ça, il fallait montrer comment fonctionne Hollywood à l'époque pour montrer la difficulté que Lucas va avoir pour faire ce film. Je reviens vers vous, Renaud, tout à l'heure, puisque après l'idée d'un moment où on dit on fait une BD avec ça, il y a la question de qui dessine. Si je ne me trompe pas, c'est votre première bande dessinée. Vous venez plutôt du milieu d'animation et du storyboard. Ouais. Donc il y a un lien plus direct avec le cinéma. En quoi ça a influencé, ou pas, la forme graphique des albums? De façon assez concrète, parce que c'est vrai que je partais de zéro, alors pas en termes de compétences graphiques, certes, ni d'ailleurs en termes de capacité de mettre en scène, parce que le storyboard c'est ça. En fait, moi je dis souvent, entre le storyboard et la BD, je vois des passerelles assez évidentes. C'est certes pas le même médium, il y a des spécificités dans l'un et dans l'autre, mais il y a quand même beaucoup de règles communes. En tout cas, faut préciser quand même, vis-à-vis du type de BD que moi je fais, qui est une BD justement très cinématographique en termes de forme. Il y a des BD qui vont reposer sur d'autres mécanismes graphiques plus spécifiques, voilà, et qui sont tout à fait pertinents. Mais là, effectivement, par rapport au sujet, par rapport au récit, ça paraissait naturel de le raconter comme ça. Et aussi, oui, tout de même, en arrivant quand même avec ce projet dans un milieu dans lequel je suis totalement inconnu, j'avais besoin de me rattacher à quelques certitudes, donc forcément je suis allé puiser dans ce que je faisais le plus régulièrement ces dernières années, donc le storyboard, tout ça. Et donc ça a un peu orienté mon approche en termes de découpage, en termes de mise en page, et même en termes de style, où je voulais un style graphique assez épuré qui puisse être au service de l'histoire et pas toujours forcément prendre le dessus ou écraser. Ça devait vraiment être au service du récit avant toute chose, ce qui est d'ailleurs la fonction première du storyboard. Donc je dirais que ça n'a pas été non plus une réflexion très complexe à mener. Ça paraissait, c'était une continuité naturelle pour moi en fait de l'aborder comme ça. Et c'était une première BD. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé en numérique, parce que je travaille énormément avec ces outils-là en storyboard. Et donc voilà, je me suis inscrit dans cette continuité, sachant que c'était un gros projet copieux. Le premier tome, c'est 2 ans de travail à temps plein. Et donc j'avais besoin quand même de me reposer sur quelques fondations. Voilà. Ça pose la question aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de la masse de documentation, mais essentiellement, c'est une BD qui est composée de conversations. C'est une BD qui est composée de discussions, qui peuvent être, quand on rentre dans de l'économique ou quelque chose, pas simple à vulgariser pour du grand public. Comment est-ce qu'on rend ça dynamique, graphiquement? C'est là justement où il faut aller puiser dans le savoir-faire et dans les règles de mise en scène qu'on est censé maîtriser quand on fait du storyboard et de la réalisation, à savoir que oui, deux personnes qui se parlent autour d'un bureau, il y a
1 million de façons de le montrer, et il y a des façons très plates de le montrer, et il peut y avoir des façons un peu plus intéressantes, dynamiques, pertinentes. Et donc là, c'est essayer de convoquer toutes ces règles. Et on va dire que il y a tout un tas de codes qui sont liés au langage filmique, à la mise en scène, qui ont une signification précise. Moi, j'ai pu d'ailleurs un peu enseigner aussi le storyboard ces dernières années. Je dis toujours, le choix, il doit être motivé. Si vous mettez votre caméra à un endroit, si vous faites une plongée ou une contre-plongée, si vous faites un zoom ou un mouvement de caméra, faut que ça ait du sens, faut que ça dise quelque chose, faut que ce soit pertinent par rapport à la séquence, à la scène, à quelle est l'émotion ou quelle est l'information que vous voulez communiquer au spectateur. Et donc là, de même, j'essayais de m'atteler à ne pas être redondant. C'est-à-dire qu'en fait, essayer de trouver des angles, des axes, des posings un peu spécifiques pour chaque discussion, pour chaque espace. Parfois, il y a même des petits clins d'œil avec des clins d'œil graphiques par rapport à certains plans de la saga, notamment avec les gens de la Fox qui sont disposés autour d'une table qui ressemble beaucoup à celle de l'Étoile Noire. Voilà, bon, il y a des choses comme ça. On peut s'amuser aussi avec ça, bien sûr. La lumière aussi vient jouer, vient apporter du sens à tout ça. Et donc, en tout cas, voilà, l'idée c'était ça, c'est de se dire, oui, j'ai effectivement, j'ai pas des cow-boys qui sont en train d'attaquer une diligence toutes les 3 pages, ça c'est sûr. Donc, je dois pouvoir quand même captiver. Et donc, il y a le récit qui aide, bien sûr, parce qu'on essaie de faire en sorte qu'il dise tout de même des choses intéressantes qu'on a envie de lire. Mais oui, essayer de mettre une variété, une diversité dans la façon dont toutes ces cases et toutes ces pages sont structurées. Tu oublies de préciser quand même une chose qui donne cette dynamique à toutes ces scènes, c'est l'expressivité des personnages. C'est que l'action, elle est souvent dans les visages, et on voit... Ou dans le body language aussi, oui, dans le corps. Absolument. Et c'est ça qui donne il y a évidemment la mise en scène, tout ça, la variété dans la mise en scène, mais c'est vrai que l'expressivité des visages, elle est fondamentale, parce que c'est là que l'action se joue, et c'est ça qui rend les scènes particulièrement vivantes. On peut imaginer qu'avec des visages plus statiques, ça serait beaucoup plus ennuyeux. Mais du coup, ça pose la question de la multiplicité des personnages, parce qu'il n'y a pas que Lucas, il y a énormément de personnages dans ces albums-là. Et ce qui amène un récit qui est aussi là-dessus. Genre, forcément, vous êtes obligé de vous coller à la chronologie des événements, mais il y a des moments où d'un seul coup, ça va être une anecdote sur un des personnages, l'arrivée d'un acteur, de raconter d'où il vient, qui il est, son rôle. Comment est-ce qu'on organise ça aussi, sans que ça fasse trop digressif ? Oui, c'est le défi, effectivement, de ne pas se perdre dans des digressions, il faut rester fidèle à la trame principale, suivre le personnage, et on peut s'autoriser des petites incartades pour parler des personnages qui croisent son chemin, et toujours essayer d'être pertinent quand on raconte une anecdote sur la vie privée, qu'elle soit toujours pertinente par rapport au thème du récit, qu'on ne s'écarte pas complètement de tout ça. On fait une petite incartade à un moment pour parler de la liaison entre Harrison Ford et Carrie Fisher, qui est un petit peu hors sujet, mais qui est tellement agréable, tellement croustillante. Et puis quelque part, c'est ça le cinéma aussi, c'est des rencontres, c'est des gens qui passent des mois ensemble sur des plateaux, et ce genre de choses arrive. Ça permet de mieux comprendre qui est Carrie Fisher aussi, qui est toute jeune et avec beaucoup d'innocence. Qu'elle perdra assez rapidement, et Harrison Ford, qui est un homme marié, etc. Tout ça, ça permet d'ancrer le récit dans le réel, et de ne pas être consensuel, et de ne pas être trop lisse, et de montrer que cette histoire ne recule pas devant le fait d'aborder des sujets qui, en général, sont considérés comme un peu tabous dans les versions officielles des légendes hollywoodiennes. Puisque vous parliez des privés, on va arriver à la 3e lecture, en tout cas celle que moi je fais, qui est via un personnage qui est presque tout aussi important que Lucas dans le film, qui est Marcia Lucas, qui est sa femme. Je veux dire que si on prend juste ces passages-là, ça raconte aussi une histoire d'un couple et comment une industrie peut, peut-être pas détruire, mais comment en tout cas un couple va être dépassé par l'obsession d'un homme. Alors ça amène ça d'un côté, donc pourquoi avoir mis cette piste-là est quand même importante, mais aussi c'est une forme de manière de, entre guillemets, de romanticisation de la chose. C'est-à-dire que ça amène une donnée romanesque supplémentaire à laquelle je suppose vous vous teniez, de ne pas être que dans le factuel. Oui, romanesque et tragique, parce qu'on entre un peu dans la tragédie.
avec ce couple qui est au cœur de ce tumulte. Et Marcia est un personnage moins présent que Lucas, évidemment, dans le livre, puisque c'est le héros, mais elle est tout aussi importante en toile de fond. C'est la colle qui fait tenir Lucas. Elle est tellement importante pour lui, c'est sa fondation, c'est son roc. Et c'est ça qui est intéressant, de la remettre au cœur du récit. Elle a toujours été. Ça n'a pas été raconté, pour les raisons évidemment qu'on connaît. Enfin, ça s'est mal terminé entre eux et Lucas a souhaité qu'elle disparaisse en fait de la version officielle de son histoire. Mais elle est néanmoins là, elle a été là, elle est toujours là et elle a une importance fondamentale. Donc ce récit est une manière de la remettre à sa place, de montrer au lecteur qui elle était et à quel point son rôle a été important. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que j'ai repensé récemment. On est absolument béni par la réception du bouquin, et en général, les retours sont merveilleux, et c'est toujours assez émouvant de vivre tout ça. Mais dans les rares critiques que j'ai pu entendre parfois au détour d'un podcast ou d'un commentaire, je crois qu'il y a un commentaire sur Amazon qui nous avait fait rigoler un petit peu, parce qu'en gros c'était l'exact opposé en fait donc une lectrice se plaignait que justement il n'y avait pas assez de femmes dans le récit, alors qu'il y en a quand même une majeure, je dirais, voilà. Et puis donc un lecteur sur Amazon qui avait dit mais ils ont succombé à l'ère du temps féministe, tout ça, ils veulent en la mettant en avant, tout ça. Et en fait, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye juste d'être au plus proche de la vérité, et en fonction de... Enfin voilà, Laurent a fait un énorme travail de recherche, et notamment lié à ce que pouvaient dire les gens à l'époque, avant que tout ça, finalement... commence un peu à se dégrader déjà entre eux, et puis avant que Star Wars devienne le phénomène que l'on connaît. Et c'est une évidence que c'était ça, c'est-à-dire qu'en gros, elle avait une place majeure, centrale, et qui forcément, après le divorce, a été complètement diminuée, quoi. Mais voilà, donc il n'y a pas d'agenda, c'est pour dire qu'en gros, il n'y avait pas une volonté de se dire tiens, on va pousser ça parce qu'on veut dire ça derrière, parce qu'on a une idéologie à défendre dans un sens ou dans l'autre. Non. Essayer d'être au plus proche des faits, et chacun après l'interprète comme il a envie de l'interpréter. C'est manifestement très subjectif chez certains, mais je pense que la plupart des lecteurs ont compris que voilà, c'est un couple qui est embarqué dans cette aventure, et c'est juste qu'au bout d'un moment, leurs aspirations commencent à se détacher, en fait. C'est ça qui est triste, en fait. Vous parlez de réception, elle s'est faite en 2 temps, parce qu'il y a 2 albums. Alors je suppose que la logique, effectivement, c'était d'avoir un album par film, et sans doute sur le Retour du Jedi à venir, mais entre le moment où le second sort, le premier est sorti, et c'est un gros succès de librairie, est-ce que vous avez l'impression d'être quelque part, puisqu'on parlait de vérité, dans le même rapport que Lucas, quand le premier Star Wars sort et que c'est un énorme succès, et qu'après il y a la question de qu'est-ce qu'on fait sur le suivant ? Comment on fait, sachant que, de fait, vous ne pouvez pas décevoir les gens qui ont aimé le premier, quoi. Alors, pas sur le fond, parce que c'est vrai que l'histoire, elle existe. Donc, on n'invente rien, donc on n'a pas de se dire qu'est-ce qu'on va raconter. Par contre, effectivement, c'était un vrai défi de se dire... moi, perpétuellement, sur le tome 2, je me disais, je vais montrer à tout le monde que c'est pas un accident. Je veux montrer qu'on peut faire bien, voire mieux, et que, en tout cas, en ce qui me concerne aussi sur le plan graphique, que on est dans la continuité, et que voilà, c'est le même soin qui est apporté, voilà. Sachant que ce second volume, c'est aussi celui de la désillusion, parce que quelque part, il raconte comment, une fois que le succès arrive, comment Lucas, quelque part, va se faire, entre guillemets, déposséder de son œuvre par un système, comment ça va affecter son couple, comment ça va affecter sa relation avec Gary Kurtz, mais aussi comment il veut être indépendant. Est-ce que ça veut dire que ça avait une incidence sur la manière de l'écrire, d'aller vers ça et de rajouter une forme de tragique? C'est-à-dire que le premier était vraiment quelque chose de plus factuel, d'une découverte, et le deuxième devait aller plus dans le côté d'une sensibilité du tragique.
Oui, j'aurais pas dit qu'il est dépossédé dans le tome 2. Je dirais qu'il prend possession, à l'inverse de son œuvre, de son travail, de son indépendance. C'est tout l'objet en fait de sa démarche, c'est d'essayer de s'affranchir définitivement du système hollywoodien. Et c'est pour ça qu'il mise tout sur ce rêve-là de gagner à ce jeu de roulette. Maintenant, c'est vrai que dans le tome 2, il y a une dimension tragique qui s'immisce parce qu'on comprend que c'est en train de se lézarder, que le rêve est en train de se lézarder, que c'est pas si facile que ça de créer une franchise, que Lucas avait tout imaginé, il pensait qu'il prendrait des scénaristes, des réalisateurs et que ça tournerait, et que lui regarderait ça de loin, comme il aime faire, sans aller au contact des gens. Et puis rapidement, il se rend compte que ça marche pas, il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut faire le travail soi-même parce que personne ne comprend réellement sa vision, personne n'est à même d'aller jusqu'au bout. Et ça devient tragique parce qu'on sent ce qui se prépare. Et dans ce tome 2, le sujet, c'est le coût du succès. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce succès et qu'est-ce que ça va coûter d'essayer d'acquérir son indépendance. Et c'est là que ça commence à devenir un peu tragique. Sachant que ce tome 2, il s'ouvre aussi sur d'autres choses, qui est la question de comment est-ce qu'il préserve son indépendance. Sur qu'on voit qu'il va acheter le domaine pour faire le ranch, pour créer la création de Lucasfilm et tout ça. Mais cette notion d'indépendance, est-ce qu'elle vous était aussi importante dans la mesure où vous êtes édité par une maison d'édition indépendante? Est-ce que cet album-là, si vous avez dû le faire au sein d'un groupe, est-ce que vous n'avez pas rencontré les mêmes contraintes quelque part que Lucas a lui rencontré dans un studio avec des prérogatives économiques, hiérarchiques et des choses comme ça? Je crois qu'un gros éditeur aurait eu peur de s'attaquer à un sujet comme celui-là parce qu'il y a Disney derrière, etc. Donc je pense que ça leur aurait fait peur. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça n'a jamais été fait, notamment aux États-Unis, où on aurait pu imaginer qu'ils auraient été les premiers à le faire. Oui, ça a été un avantage d'être un tout petit éditeur et d'être deux jeunes auteurs, primo-auteurs. Il faut un peu de folie pour se lancer dans ça, un peu comme Lucas. Il y a quelques parallèles, c'est vrai, entre l'histoire de Lucas et la nôtre, toute proportion gardée évidemment, ouais. Mais il y a cette insouciance quelque part et cette envie de retrouver ce qui nous a fait vibrer enfant, de la même manière que Lucas a fait ce film parce qu'il voulait reconnecter avec cette magie de l'enfance, parce qu'il se souvenait de l'intensité des émotions qu'il avait quand il regardait Flash Gordon le samedi matin à la télévision. Et il avait envie de reproposer ça aux jeunes de la nouvelle génération. Et c'est ça qui l'a poussé, c'était toujours ça qu'il avait en ligne de mire, c'était essayer de reconnecter avec cette émotion si forte. Et nous, dans une certaine mesure, c'est ce qu'on voulait faire aussi, c'était reconnecter avec ça. Et c'est vrai que ce parallèle entre le 1 et le 2... alors encore une fois, toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de similaire dans le sens où c'est un succès surprise et donc, voilà, qui sort de nulle part, qui n'est pas attendu, et il faut faire une suite qui, elle, sera attendue. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des moments où j'avais l'impression de comprendre ce qu'il avait peut-être pu ressentir à l'époque, de se dire, bon, bah, oui, comment on fait pour reproduire, en fait, ressusciter cet intérêt, cette magie chez les gens et tout ça. Donc c'était quand même un gros défi. Et bon, manifestement, les retours sont bons, donc le plus dur est fait de ce côté-là. Et j'espère qu'on va pouvoir terminer en beauté sur le troisième et qu'il y aura, les gens se rendront compte qu'il y a une cohérence vraiment en termes de récit, quoi, qui est importante. Vous parliez d'un rapport à l'enfance tout à l'heure. Pour la majorité, je pense, des gens ici, Star Wars, c'est aussi un rapport avec l'enfance. Finalement, soit on a vu les films à leur sortie, soit c'est les premiers films qu'on a vus en DVD par transmission des parents et autres. Mais du coup, de quoi est-ce que vous êtes le plus nostalgique? De ce rapport à l'enfance ou de la manière dont on faisait des films avant que les studios ne deviennent essentiellement une machine à fabriquer du blockbuster, quoi? Les deux. Oui, un peu tout ça. Il y a toujours des créateurs, il y a toujours des cinéastes de talent, des auteurs, il y en a toujours. C'est plus difficile de les trouver dans le cinéma de blockbuster. Voilà, donc cette époque est sans doute révolue. Les enjeux financiers sont trop importants pour laisser de jeunes iconoclastes faire des films. Donc, mais on peut trouver encore de la créativité ailleurs, et il y en aura sans doute toujours, tant qu'on sera encore là. Mais
Mais je crois que ce qui, dans cette histoire de Lucas, ce qui m'a touché personnellement, c'est vraiment le parcours de cet individu. C'est à lui qu'on s'identifie. Et je pense que si le livre a plu au lecteur, ça dépasse le cadre de Star Wars. C'est vraiment l'identification à cet individu qui est imparfait. Qui a beaucoup d'aspérité, qui a ses petits travers, mais qui a un grand cœur et de grands rêves et des qualités humaines très importantes. C'est quelqu'un de droit, d'honnête, de généreux. Et ça, je pense que les lecteurs ont aimé découvrir ce George Lucas qu'ils ne connaissaient sans doute pas, parce que c'est quelqu'un d'assez secret, de très réservé, d'introverti, donc on ne sait pas qui il est réellement. Et à travers ce livre, peut-être qu'on lève un peu le voile sur sa vraie personnalité, et on a eu pas mal d'échos de gens qui, après avoir lu le livre, le voyaient autrement, parce qu'il a été pas mal décrié. Ces dernières décennies, on l'a beaucoup imaginé comme un vendeur de jouets à Proguin, et en fait, rien ne serait plus faux. Si on parle de vendeur de jouets, entre le moment où vous démarrez le projet et la sortie et aujourd'hui, Star Wars est acheté par Disney. Star Wars, on sait très bien qu'effectivement Lucas a un côté très protectionniste de tout ce qui est lié à Star Wars, mais Disney encore plus. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment de dire il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller parce qu'on risque d'avoir, je sais pas, un courrier d'avocat de Disney qui nous dirait vous n'avez pas le droit d'utiliser telle marque, tel nom, telle scène, telle image, ce qui est le cas quand par exemple on veut faire des sujets sur Star Wars où on reçoit une liste disant vous n'avez pas le droit d'utiliser telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce qu'à un moment le fait que ça bascule chez Disney, vous vous êtes dit ça rend le projet encore plus délicat à manier? En tout cas, c'est la première question que je t'ai posée à l'époque, bien sûr. Mais il y a peut-être aussi un peu de fantasme sur les fondations réelles de ce type d'attaque. Voilà, que ça pourrait susciter. Disney, c'est vrai que bon, il y a eu des précédents un peu qui peuvent être inquiétants, mais en fait, quand on regarde précisément Lucasfilm, pour le coup, au contraire, il y a eu depuis longtemps une forme de tolérance et notamment d'acceptation aussi de tout ce qui peut être produit de la part de la communauté et même d'incitation à ça. En fait, très, très vite, ils ont compris que finalement, ça leur profitait et que ça servait à rien d'être trop rigide sur ça. Mais quand bien même, on a quand même pris des précautions pour justement pas tendre le bâton et pour pouvoir être irréprochable de ce côté-là. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de l'idée de montrer Lucas autrement. Est-ce que c'était pour ça que c'était aussi important de montrer autre chose que Star Wars, par exemple les planches sur la création d'Indiana Jones, des choses différentes, pour effectivement bien rappeler que c'est plus quelque chose sur Lucas que sur Star Wars? Oui, absolument. Il ne fallait pas se cantonner à Star Wars. Et ce serait impossible de se cantonner à Star Wars parce qu'à cette époque-là, c'est une période très, très riche dans la vie de Lucas et il a cette boulimie créative. Il a des tas d'idées et pour une fois, il a de l'argent. Et donc, il va se servir de cet argent pour mettre en chantier des tas de choses. On en parlera dans le tome 3, mais ça commence dans le tome 2. Il a des tas d'idées. Il veut développer ILM. Il a envie de développer aussi le son dans les cinémas et l'image. Il va créer le standard THX. En plus de tout le reste, il fait Indiana Jones, évidemment. C'était très important de montrer ça pour montrer comment il a envie de créer, il a envie de profiter de ces années où il a l'énergie, il a la vision, il a les moyens, et donc il va tout faire en même temps. Ça va lui coûter cher. Oui, et puis ça n'aurait pas eu de sens de se dire, bah oui, on fait des bouquins sur la création de Star Wars, et à côté, on va faire des bouquins. C'était en même temps, en fait. Tout était intriqué. Donc, et ça dit aussi de ce surmenage qu'il va subir, forcément. Il aurait été moins ambitieux, moins occupé. Oui, bah, peut-être que sa vie privée en aurait peut-être un peu moins pâti, c'est possible, mais donc c'est ça qui est passionnant aussi, c'est pourquoi au final il va vouloir se lancer dans tout ça en même temps en fait, et c'est entre autres on pense pour cette volonté cruciale d'avoir de compte à rendre à personne, quoi, d'être vraiment le maître à bord et de pouvoir faire ce dont il rêve de faire depuis toujours.
c'est insensé de penser à son emploi du temps. Dans ces années-là, c'était des journées qui commençaient à 6-7 heures du matin, qui se terminaient à 22 heures, et toute la journée, et je ne parle même pas des périodes de tournage, hein, quand il est pas en tournage, il enchaîne réunion sur réunion, il lance des chantiers, et c'est absolument incroyable. C'est le surmenage garanti. Il faut vraiment être avoir une constitution très robuste, à la fois psychologiquement, intellectuellement et physiquement, pour pouvoir supporter ce qu'il a fait volontairement pendant toutes ces années-là. C'est incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça, parce qu'il y a une particularité quand même sur les 3 films, sur cette trilogie, c'est qu'il en réalise qu'un seul, et qu'après c'est d'autres réalisateurs qui arrivent, et qu'en termes de réalisateurs, Lucas finalement, c'est 2 films en soi. Alors il y a la prélogie derrière, mais genre il restera que pour, on va dire 3 avec THX, mais c'est THX, American Graffiti, Star Wars. Après en tant que réalisateur, plus rien. C'est sûr que c'est à contrario d'un Spielberg qui est un vrai réalisateur au sens premier du terme, quoi, qui en plus a traité tout un tas de sujets dans sa filmographie. Moi, j'ai toujours perçu Lucas comme un bâtisseur, en fait. Et il va construire des univers, il va construire des entités, du coup, économiques, des entreprises, financer des technologies. Et puis, là, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un musée. Et on est vraiment dans ça, en fait. Quelqu'un qui pose des fondations, pas que pour lui d'ailleurs, mais pour qu'elle puisse derrière être utilisée par d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'il a un statut, je pense, absolument unique à Hollywood. Alors, il n'aimerait pas qu'on le rattache à Hollywood, forcément, justement, mais en tout cas, ça leur a profité quand même, bien sûr. Mais dans ce monde du cinéma, voilà, il a été à l'initiative de tellement de choses qui ont révolutionné... qui ont révolutionné l'industrie et la façon de faire les films, la façon de les voir, de les consommer aussi. Et quoi qu'on pense sur le fond, c'est indéniable, son impact, il est massif. Et je pense que plus ça ira, plus le temps passera, plus on se rendra compte que sur cet aspect-là, c'est absolument unique dans l'histoire, en fait. Il y a des gens qui ont une aura beaucoup plus développée en termes d'artistes, de réalisateurs. Orson Welles, par exemple, qui est mythique, si vous voulez, mais qui a aussi eu énormément de problèmes et qui finalement n'a pas réalisé autant qu'il voudrait, mais voilà, qui n'a pas non plus eu toujours la même capacité. Enfin voilà, c'est vraiment un cas unique, en fait, en soi. Et bien qu'il n'ait pas signé tous les films qu'il a produits, je lui mettrais quand même volontiers un crédit de co-metteur en scène ou co-réalisateur, parce que sur le Retour des Jedi, ça ne fait aucun doute, mais même sur l'Empire contre-attaque, c'est des films qui étaient tellement balisés par Lucas en amont, tout était cadré, et il avait déjà des idées très précises. Et puis il était là au montage, hein. Et le montage, c'est quand même une grosse partie du film. C'est lui qui a monté, qui a dirigé le montage de tous ces films, même Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc, même s'il n'a pas signé son nom, parce que c'était pas quelqu'un qui était très avide de crédit et qui s'en fichait un peu de tout ça, et il est toujours comme ça aujourd'hui d'ailleurs, mais il a quand même vraiment contribué à la réalisation de tous ces films. Il n'a pas laissé les rênes au réalisateur qu'il avait engagé. Il ne pouvait pas. Cette dimension-là, on pourrait le voir comme un contrôle fric, genre que clairement il y a le côté de vouloir être présent à tous les postes, et dans sa relation avec ses amis, ça on le sait, genre que ce soit Coppola, De Palma ou Spielberg, il avait un côté où il était un peu traité comme le petit nouveau qui arrivait, et qui en faisait une forme d'outsider quelque part. Est-ce que le vrai moteur de tout ça, finalement, c'est pas une idée de réhabiliter quelque part, Lucas, de dire, au-delà du côté du phénomène économique, culturel, il y a quelqu'un, mais vous venez de le dire, hein, qui a vraiment une idée de compter et de marquer l'histoire du cinéma. Je ne pense pas que c'était une volonté, que ce n'était pas dans notre cahier des charges de dire on va réhabiliter Lucas. Le simple fait de relater les événements font que ça le réhabilite d'une certaine manière, très modestement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais
Mais il est vraiment comme ça. C'est ce côté introverti, c'est ça qui est responsable de la mauvaise image qu'on a de lui, et aussi le fait qu'on puisse considérer que son apport artistique est peut-être pas aussi important qu'on pourrait le penser. Mais c'est quelqu'un qui a participé. Il a monté une partie d'Apocalypse Now. Il a monté certaines scènes de films de Spielberg. Donc il était vraiment tout le temps présent sans qu'on le sache. Voilà, c'est ça la réalité. Et tous ses amis, ses proches comptaient sur lui et valorisaient ses apports. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a un paradoxe aussi. Effectivement, il y a un côté contrôle fric qui est évident, mais qui cohabite avec une capacité tout de même à faire confiance et à déléguer et à s'entourer de talents aussi exceptionnels. Donc déjà, d'aller les trouver. Ensuite, de leur donner l'espace créatif suffisant, la liberté pour qu'ils puissent s'épanouir. Et certes, c'est le rôle d'un réalisateur d'avoir le dernier mot, je dirais. Donc il y a ça. Mais quand même, avant ce choix définitif, il laisse, et tous les artistes qui ont collaboré avec lui le disent. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours facile à vivre au quotidien, bien entendu, mais en tout cas, voilà, il leur a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de donner le meilleur, et tous dans leur domaine ont fait des choses exceptionnelles qui ont contribué au film. Donc c'est marrant parce qu'il y a un peu voilà, une espèce de paradoxe. Et je crois que c'est la meilleure façon d'être contrôle fric, c'est que de pouvoir certes garder la main sur le volant, mais en se disant ok, je vais embarquer avec moi dans ce grand bus magique tout un tas de gens fous et créatifs comme moi, et on va tous rouler dans le même sens. C'est pas le mauvais côté du contrôle fric qui va finalement vouloir mettre son ego en avant toute chose, en fait, et écraser les autres parce qu'il veut dominer. C'est pas ça. C'est vraiment de se dire, ok, y a des gens qui ont des compétences que je n'ai pas, et j'admire ces compétences chez eux, et du coup, on va s'appuyer sur leur travail aussi pour pouvoir avancer ensemble. Il y a une question maintenant qui se pose aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Donc je suppose que le 3e album, si on le trouve est déjà là, mais entre-temps, Star Wars, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé aussi, parce qu'arrivé chez Disney, et qu'aujourd'hui là, c'est développé entre des séries, des films qui vont arriver, des personnages dérivés. Mais quel regard vous avez aujourd'hui sur ce qui est devenu Star Wars, autant culturellement qu'économiquement? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes fan d'Andorre? Est-ce que Oui. il y a ce côté quand même, vu que c'est aussi un album qui parle forcément au côté du fan que vous étiez. Quel regard vous avez sur ce qui est devenu Star Wars aujourd'hui, maintenant que Lucas l'a vendu? Là, il y a certainement un droit de regard, mais on n'est pas d'accord sur tout, faut dire ce qui est. Même si je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y a un peu de tout en termes de pertinence et de qualité, je dirais, et qu'il y a du très bon et il y a du moins bon. Et je dirais que ce qui est plutôt déroutant parfois, c'est de se dire que le soin n'a peut-être pas été, et la créativité n'a peut-être pas été mis à l'endroit où on attendait, où on pouvait espérer qu'elle serait. Et par exemple, Andorre, c'est un très bon exemple. C'est une série que moi je trouve formidable et qui n'était pas attendue spécialement, qui n'était pas la priorité de Disney et de Lucasfilm, sans doute, contrairement à la nouvelle trilogie. Et du coup, il y a eu sans doute une liberté plus grande offerte au créateur, Gilroy, pour pouvoir vraiment raconter ce qu'il a envie de raconter. Et sans doute qu'ils lui ont foutu un peu plus la paix et que du coup il a pu faire un truc plus pertinent, voilà. Et peut-être que d'autres contenus, d'autres films, d'autres séries ont été peut-être plus corsetés par tout un tas d'enjeux économiques et pas que, qui ont finalement nui, je pense, à la qualité, ou en tout cas à la créativité. Et puis bon, ça, je pense que Lucas il s'est déjà exprimé là-dessus et il aurait encore des choses à dire. Il y a eu aussi un péché originel, une trahison qu'il a quand même d'abord très discrètement évoqué et puis un peu plus en détail. Il y avait une promesse qui avait été faite par Bob Iger au moment du rachat de respecter sa vision sur la nouvelle trilogie et ils n'en ont pas tenu compte. En tout cas, sur certains détails, certes, mais pas sur vraiment ce qu'il avait envisagé. Et donc au final, quoi qu'on pense de ces 3 nouveaux films, on peut
tout de même regretter une espèce de manque d'originalité et voilà. Et en même temps, moi je dis toujours, parce que je suis assez bon client aussi, mais je pense aussi à tous les artistes qui ont travaillé sur ces films, et il y a des artistes absolument époustouflants et qui ont fait du très bon travail, et il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs visuellement qui sont très bons, et c'est dommage, quoi. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, peut-être que je dirais que peut-être que Lucasfilm, sa raison d'être, ça aurait été peut-être de rester un studio familial, on va dire, plus à taille humaine. Et le fait d'avoir été avalé comme ça par ce mastodonte qu'est Disney, ils sont obligés de se conformer peut-être à des cahiers des charges, à des exigences qu'ils n'avaient pas forcément toujours avant et qui étaient plus artisanales, avec de gros guillemets, mais dans le sens de l'approche, en fait. Ouais. Oui, on voit qu'il y a énormément de talent dans ces films-là. Il y a des directeurs artistiques de grands talents, il y a des inventions fantastiques, mais on en revient toujours à l'équation économique et à ce que ça représente pour un studio comme Disney de valoriser, rentabiliser une saga comme Star Wars en la relançant. Quand on voit que le premier Star Wars Disney a coûté, marketing inclus, à peu près 1 milliard, on se rend bien compte qu'avec des enjeux aussi importants, on ne peut pas lâcher la bride et laisser un créateur comme ça faire ce qu'il veut. Donc on fait le film avec des tas de considérations, des considérations marketing, des considérations sociales, politiques. Il y a des tas de choses qui sont à la table des créateurs et qui ne devraient pas y être. Et ça muselle forcément la créativité de faire ça. Et on le voit bien, on le voit de manière très criante sur le dernier Indiana Jones. C'est un film, c'est terrible. Je trouvais ça douloureux à regarder parce qu'on voit très bien, comment le film a été fait. On voit très bien qui a pris certaines décisions, pourquoi on a pris certains choix. Et c'est triste parce qu'un film ne devrait pas être fait comme ça. Et ça fait d'autant plus mal quand c'est une franchise qu'on a adorée et qu'on a encore l'acteur qui joue le rôle. Il y a des tas d'idées intéressantes dans le film. Il y avait des tas de directions qui auraient pu être payantes, mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a 50 personnes qui décident, qui doivent valider chaque décision, et avec chacune une idée différente. Voilà, donc c'est triste, mais c'est comme ça qu'Hollywood fonctionne. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de Star Wars. On peut avoir des choses intéressantes avec Andor quand comme ça, il y a un hasard heureux qui se produit, mais il faudra attendre un peu. Je pense que Star Wars ait moins de succès et qu'on confie des projets à des créatifs en les laissant plus libres. Et là, ils pourront continuer à faire vivre cet univers. Ceci étant, il faut quand même être heureux que Star Wars continue à exister et qu'on continue à faire des films et des séries avec et à faire vivre cet univers. C'est difficile de faire vivre une saga comme ça, et on a au moins la chance que ça existe et que ça... Et pour faire un petit contrepoint, je disais qu'ils nous ont quand même offert cette petite bestiole. Et je pense qu'il a fait un peu l'unanimité tout de même. Mais si on parle d'Andor, une partie de son succès aussi, c'est la dimension de la lecture politique. Je crois que c'est un rare cas des nouveaux Star Wars Disney qui assument le côté politique. Ce qui est aussi le cas de la prélogie, qui est beaucoup plus avec un fond politique que la trilogie. Je suppose que là, une fois que vous aurez fait le retour de Jedi, il y a peut-être un côté de dire « Ok, c'est bon, on a fini, on a fait le tour ». Mais cette dimension d'un Lucas politique, est-ce qu'elle vous intéresserait à traiter ? Alors en fait, le choix de traiter ou non la prélogie, elle ne se pose pas vraiment sous cet angle-là, parce qu'en fait, comme c'est d'abord l'aspect humain et quels sont les enjeux sur le plan personnel qui sont le moteur du récit, on considère que cette période-là est justement beaucoup moins intéressante sur ce point-là. Mais c'est vrai que ça a été souvent évoqué que même si ça n'a pas forcément été compris à l'époque où je dirais quand les préquels sont sortis, les gens ont beaucoup focalisé sur l'aspect visuel, sur les innovations qui étaient peut-être parfois maladroite sur le plan esthétique, je dirais, avec beaucoup d'images de synthèse, des choses comme ça. Le personnage de Jar Jar qui a aussi un peu cristallisé beaucoup de choses, alors qu'effectivement, derrière, il y avait tout de même une réflexion
politique et assez subtile finalement qui parle de comment une république, une démocratie glisse comme ça petit à petit vers la tyrannie et ça a quand même toujours été il avait toujours expliqué quand même qu'il y avait des références à la guerre du Vietnam dans son approche de Star Wars, même de façon... il identifiait les rebelles au Viet Cong qui étaient face à cette machine militaire, et qui était complètement déséquilibrée, en fait. Voilà, donc il y a eu toujours ça, mais c'est vrai qu'avec les préquels, je pense qu'il a essayé d'être finalement de quelque chose de moins manichéen aussi, de montrer justement, c'est à travers la figure tragique d'Anakin comment quelqu'un de bon et plutôt motivé à la base par de bonnes intentions va devenir un tortionnaire. Et donc ça on peut saluer vraiment je trouve cette approche-là et je trouve qu'au final les films vieillissent plutôt bien, contrairement à ce qu'on pouvait penser, et il y a toute une génération de gens qui ont grandi avec ces films, qui ont beaucoup d'affection pour eux, et c'est peut-être au regard aussi de ce que peut produire Disney depuis, qui alors pour le coup, exception de fait de Andor, beaucoup plus prudent sur cet aspect-là. Et ça permet de leur redorer un peu leur blason aussi, je pense. Ouais. Peut-être 2 dernières questions avant de passer au public. Au final, tout ça, finalement, ça ressemble à un making-of. Est-ce que vous-même, vous êtes client de making-of de films? Est-ce qu'il y en a certains, ou je ne sais pas, que vous avez peut-être revu ceux de Star Wars pour travailler ce film-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, l'idée du making-of, l'idée d'aller creuser derrière l'histoire officielle? Oui, évidemment, je suis un grand fan de making-of. Je suis... Quand vous demandez, quand vous voyez sur les DVD, qui c'est qui écoute les commentaires audio? C'est moi. On est 2. Non, voilà, oui, j'adore les coulisses du cinéma et c'est parfois plus intéressant que le film lui-même parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans la manière dont on fait les choses. Souvent, c'est plus intéressant que le film au final. Donc oui, moi, making of jusqu'à la mort. C'est marrant parce que là récemment j'ai vu un doc sur Terry Gilliam et alors là il y a des choses à raconter aussi et là en l'occurrence on a en plus ce making of Lost in La Mancha qui en soi est finalement peut-être plus intéressant, pertinent que le film qui a finalement abouti de tout ça et c'est fascinant, oui, parce que ça aussi permet toujours de rappeler, c'était à la base aussi de notre démarche, que ce sont des êtres humains derrière, avec toute leur complexité et leurs contradictions, et vraiment le cinéma c'est une aventure collective, et certes c'est une industrie, certes c'est aussi de l'art. C'est Harrison Ford qui disait récemment que justement quand c'est l'entertainment et l'art et que les deux sont réunis, c'est idéal. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est parfait. Et mais oui, et c'est beaucoup de complexité, d'embûches, d'énergie humaine positive et parfois négative qui se mélangent comme ça. Et quoi de mieux, c'est exactement ce que l'art, ce que le récit, ce que la fiction essaye de raconter en recréant, mais parfois la réalité est encore plus stupéfiante en fait, et encore plus susceptible de nous enseigner tout ça, quoi, nous faire comprendre ces vérités sur qu'est-ce que c'est l'humanité et comment les gens cohabitent. Ouais. Alors justement, on parlait de Terry Gilliam, qui est quand même un exemple assez frappant. Je veux dire que, par exemple, moi je rêve de voir l'équivalent sur ce qui s'est passé sur Brésil. Je rêve de voir l'équivalent sur un Coppola quand il fait Apocalypse Now. Est-ce que vous avez des envies, une fois que Lucas ce sera fini, de se dire, OK, on passe à autre chose, ou l'envie, peut-être, de faire un travail sur Miller, sur d'autres cas, d'autres cinéastes, qui soient aussi dans le rapport du créatif et de l'industrie? Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter. Donc oui, forcément, on a plein d'envies, mais
on a l'embarras du choix parce que le cinéma, c'est quelque chose de très compliqué et on a toujours très peu de temps pour faire quelque chose de très ambitieux et on a des centaines de personnes à faire travailler ensemble et forcément c'est la recette parfaite pour que rien ne se déroule comme prévu. Et on dira rien. Maintenant, la parole va être à vous. Il y a un micro qui va être là. Ah, là, et après, juste derrière. J'ai pas entendu. Bonsoir, merci. Première question pour rebondir sur ce qu'on vient de dire. Exactement comme quand Star Wars est sorti, après, il y a eu des séquelles ou des films inspirés par Star Wars qui sont sortis, Galactica, on peut en citer quelques-uns, d'autres, ou des séries, même Buck Rogers, etc., Les Envahisseurs, V. Et là, votre succès fait déjà des petits, puisqu'il y a eu, on peut en parler, Les Mâchoires de la Peur sur Les Dents de la Mer, et puis je sais qu'il y a d'autres projets qui vont sortir sur L'Exorciste, notamment Retour vers le futur. Enfin bon, voilà, il y en a qui sont déjà lancés. Donc, est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que comment vous voyez ça? Est-ce que c'est de la concurrence? Est-ce que vous êtes fier finalement d'avoir initié quelque chose chez d'autres éditeurs? Je dirais que de toute façon, il y a toujours eu des livres sur le cinéma avant à peu près en même temps que nous, juste avant, il y a un film sur Apocalypse Now qui était sorti. Donc tant que les projets sont faits avec du cœur et que des gens ont envie de partager sincèrement une histoire, c'est formidable. De toute façon, la bande dessinée, c'est un milieu très difficile et il faut faire vivre la bande dessinée en sortant des livres et en mettant du cœur dedans. Donc, si les livres sont réussis et qu'ils donnent envie aux gens de lire, il y a de la place pour tout le monde. Hein. C'est un grand marché. Et heureusement, en France, on a énormément de lecteurs de bande dessinée. Donc, bonne chance à tous. Monsieur. Oui. Merci beaucoup pour vos témoignages qui sont très intéressants. Et en fait, Star Wars, c'est quand même un film américain. Et donc, je me demandais, vous n'avez pas du tout abordé lors de vos histoires la dimension internationale de votre bande dessinée. Comment ça a été reçu, je pensais aux Américains, et plus généralement dans le monde? Quels sont les retours? Voilà. Alors, on a eu beaucoup de chance avec cette aventure autour des guerres de Lucas, parce que le livre, avant même de sortir en France, il a été acheté par de nombreux éditeurs étrangers. Donc, le livre, aujourd'hui, est sorti dans 19 langues, ce qui est assez rare pour une bande dessinée. C'est en grande partie dû à la force de Star Wars, hein, évidemment, et on l'espère aussi un peu à la qualité du livre. Mais il y a quelque chose d'universel dans cette histoire. Ça dépasse les cultures, les clivages. Ça parle un peu à tout le monde. Et on a vu qu'au Japon, ça avait très bien marché. Le livre est sorti au Japon, il est sorti en Turquie, à Taïwan, au Brésil, et dans toute l'Europe. Et donc c'est fantastique de voir son livre dans toutes ses versions. On est très heureux de ça. On a pu aller à la rencontre des lecteurs aussi, en allant faire des dédicaces dans différents pays. Et puis, évidemment, le point d'orgue de tout ça, c'était d'aller aux États-Unis pour le lancement en septembre dernier, où on a eu la chance d'être invité chez Lucasfilm, donc dans les studios, pour dédicacer le tome 1 qui venait de sortir en anglais. Et donc c'est une expérience un peu surréaliste d'avoir certains des plus grands artistes de Lucasfilm qui faisaient la queue pour venir avoir une dédicace. Donc voilà, de demander aux gens ce qu'ils faisaient. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai créé Grogu. Ah, c'est bien. Suivant. Et voilà, donc ça, c'était une expérience incroyable. Et puis on a eu l'occasion aussi d'aller visiter le ranch de George, qui n'était pas là malheureusement, mais on a eu la chance incroyable d'avoir la visite. On ne sait pas. Il était peut-être à l'étage, on ne sait pas. En tout cas, on l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est vrai qu'il y a des caméras cachées partout, donc peut-être qu'il était à sa console en train de regarder. Et donc on a fait des rencontres incroyables là-bas. On a pu rencontrer Ben Burt et Joe Johnston qui nous ont fait la visite guidée du ranch avec toutes les anecdotes, etc. Donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Et il y a un peu une mise en abîme parce que c'est vrai qu'après avoir travaillé tellement sur ces personnages, ces gens et ces lieux, et puis d'y être et de voir ça, c'était un petit peu surréaliste et très émouvant, très touchant. Et de voir aussi la générosité de tous ces gens parce que
ces gens qui sont mondialement connus, surtout dans le cinéma, mais même par le grand public, de voir la simplicité et l'humilité de ces gens-là. C'était une expérience très enrichissante. Monsieur Devant. Oui, pardon, j'avais une question puis un gros compliment. La première question, c'est est-ce que vous attendiez à ce succès du livre et du deuxième aussi. Et puis ensuite, alors pardon, c'est un peu personnel, mais j'irai une déclaration d'amour fraternel ou amical, parce que je crois que j'ai acheté ce bouquin peut-être une 30aine de fois en librairie, mais parce qu'il y a plein non, alors il y a plein de raisons en fait. Je trouve que c'est un rattachement. Moi, j'ai un petit garçon, donc c'est un moyen de lui transmettre un peu Star Wars d'une autre façon, un peu à la version ancienne. C'est un moyen avec mon père de relire des BD. Ça faisait longtemps qu'on lisait plus de bandes dessinées, et je trouve que ça nous a amené à lire des bandes dessinées. Je travaille dans la tech, je l'ai offert à des collaborateurs là pour les fêtes de Noël, parce que c'est pas sur Star Wars, c'est aussi sur Lucas, un peu il y a du management, voire affronter des obstacles, des personnes qui sont contre votre projet, etc. Donc c'est assez passionnant. Sur la paternité aussi, la difficulté d'avoir des enfants, c'est un peu tristement à la mode. Ouais. Donc il y a pas mal de choses. Et puis un peu, c'était plus perso, une Madeleine de Proust un peu pour moi, parce que je vous ai connu, Laurent, quand j'étais petit, quand vous étiez à l'époque chez Black and White, magazine. Donc c'est marrant, je pense, une vingtaine d'années après, de vous redécouvrir sur un autre projet, parce que je pense que j'avais un peu quitté l'univers de Michael il y a quelques années, de retomber sur ce bouquin. Donc, du haut de tes 82 ans, on peut le dire. Je pensais plus, mais donc non, vraiment compliment. Je trouve ça fascinant de vous revoir sur d'autres projets et qui cartonnent toujours autant. Donc je me dis, c'est quoi dans 20 ans le nouveau projet de dingue que vous allez lancer, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil, et c'est vrai que l'offrir autour de soi, c'est comme ça qu'une œuvre existe, et c'est ça le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité qu'on puisse imaginer. Donc merci beaucoup. Et puis c'est vrai que l'époque Black and White, parce que dans une autre vie, effectivement, je m'occupais d'un magazine sur Michael Jackson qui s'appelait Black and White, parce que j'étais un grand fan de Michael Jackson quand j'étais ado. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans la vie active, en publiant un magazine sur Michael Jackson. Et par la suite, j'ai eu l'occasion donc de le rencontrer à maintes reprises, et puis de travailler avec lui. Et puis il y a quand même une connexion, George Lucas, Michael Jackson. Hein, ils ont fait un film ensemble, Captain EO. Voilà, que certains ont peut-être vu dans les parcs Disney. Donc voilà, la boucle est bouclée en quelque sorte. Et on va passer de 82 ans à beaucoup plus jeune avec la question du jeune homme devant. Mon livre, bonsoir. Mon livre, votre livre, je l'ai beaucoup lu, au moins 7 fois. Et à chaque fois, je me posais la même question. C'est est-ce que vous avez rencontré certains acteurs ou certaines personnes qu'on voit dans le livre? Et comme on disait tout à l'heure, on a rencontré alors Ben Burtt, tu sais, c'est celui qui a créé tous les effets sonores qui enregistraient les avions de chasse, dans le métro, des choses comme ça, et qui a créé tous ces effets magiques en fait qui ont donné à Star Wars aussi son identité. Et Joe Johnston, qui était le directeur artistique, qui à la fois a quand même essentiellement créé notamment le Faucon Millennium, mais tout un tas de choses, qui travaillait sur les maquettes, qui travaillait sur les costumes, qui faisait de la peinture, enfin qui était un peu l'homme à tout faire. Donc certes, on n'a pas rencontré Harrison Ford, pas encore, ou Mark Hamill, ou même George Lucas lui-même, mais je dis souvent en rigolant à mes amis, je crois que juste derrière Lucas, pour moi, dans mon top, il y avait Ben Burtt et Joe Johnston. Donc je suis comblé, parce que je trouve que c'est... Et en plus de ça, c'est des gens qui humainement sont très agréables. Et donc voilà, c'est un beau cadeau du destin, en fait, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet comme ça, donc on peut pas savoir que ça va être un gros succès comme ça, même si on l'espère. Et puis surtout, on va de surprise en surprise en termes de reconnaissance et en termes de bienveillance, en fait, de la part de lecteurs, du plus anonyme qui soit, et ça a énormément de valeur aussi. Moi, je reçois des messages régulièrement sur les réseaux de gens qui me disent leurs émotions, qui partagent ça, et c'est pas simple non plus d'aller
écrire à un auteur et sans savoir d'ailleurs si ça va être lu, et des fois je dois rater des messages, c'est probable. Mais voilà, et puis de l'autre côté aussi des gens directement impliqués, du coup, qui nous ont fait rêver et qui viennent nous rendre aussi cette bienveillance. Voilà, moi je me souviens, j'ai encore du mal je me pince régulièrement, mais quand on a vu Joe Johnston au ranch, je lui ai fait un Boba Fett dans son exemplaire du tome 2, et il m'a pris en photo avec, et je trouvais que c'était surréaliste en fait, parce que j'osais pas moi forcément le prendre en photo lui, alors que c'était ce que j'avais vraiment beaucoup envie de faire, ou en tout cas le prendre en photo en train de dessiner si j'avais pu. Donc c'est un peu... mais c'est bien parce que ça donne aussi de l'humilité et de la gratitude. Réponse longue, pardon. Oui, j'ai juste une petite question. Vous avez mentionné être allé au ranch, mais est-ce que vous savez si Georges Lucas il a lu votre BD ? Le premier, oui, c'est certain. Il y a une photo célèbre qui a circulé à un moment donné, parce qu'en fait, on se posait encore la question début 2024 de quelle était la meilleure approche à ce titre. Et finalement, on a été devancé par quelqu'un que vous devez connaître, c'est l'artiste JR, photographe et artiste, du coup, qui est très proche de Georges Lucas et qui lui a amené le bouquin, voilà, sans nous le dire, parce qu'on ne connaissait pas du tout JR avant ça. Et ils ont pris l'initiative de m'écrire sur mon Instagram et de m'envoyer une photo de tous les deux avec le bouquin et de demander officiellement si on pouvait donner une traduction. Lui fournir une traduction anglaise. Ça a pris quelques mois et effectivement en septembre-octobre 2024, on a pu via JR du coup faire parvenir à Georges une version anglaise. Mais on sait qu'il avait déjà jeté un œil à la version française et que même tous les deux, pendant l'été, ils l'avaient lu ensemble. Et JR lui traduisant les cases et en temps réel. Et donc c'est assez surréaliste d'imaginer ça. Et voilà, après, on sait qu'il l'a aimé, ça c'est sûr. En tout cas, le premier tome. Le 2, on ne sait pas encore. On ne sait pas s'il a eu le temps de jeter un œil ou pas. Mais je ne doute pas qu'il est très au courant de ce qui se passe maintenant. Et après, avec toute la complexité que ça peut représenter pour lui de voir sa vie racontée par d'autres, potentiellement des détails qui diffèrent grandement de son souvenir et de sa subjectivité, parce que ça reste une subjectivité aussi, mine de rien. On dit souvent en rigolant qu'il n'est pas la meilleure source pour pouvoir raconter sa propre vie, ça va de soi. D'ailleurs, on l'est tous vis-à-vis de la nôtre, ça va de soi. On peut juste essayer de reconstituer une mosaïque avec tous les témoignages autour, en restant prudent, en essayant d'être le plus, attentif à ce qui nous paraît crédible, quoi. Ça, c'est vraiment le travail que fait Laurent, qui est pas simple. Donc, et puis bon, il y a des choses aussi qui, je pense, sur le plan affectif, peuvent peut-être le remuer un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Mais je pense en tout cas, j'espère et je pense qu'il a saisi que, comme on disait au début, que c'est quand même un hommage, quoi, sincère, et que, en fait, c'est ce que je dis souvent, et j'essaie de faire remonter l'info aussi via JR. De temps en temps, je disais que, voilà, on a beaucoup de témoignages de gens aussi qui avaient soit pas spécialement d'opinion sur lui, voire même plutôt une opinion, je dirais, négative, et qui, en refermant le livre, se disent quand même, ce bonhomme, il a quand même un peu de mérite. En tout cas, il a quand même des choses assez incroyables. Et peu importe les péripéties, finalement, pour arriver à ce point final. C'était pas, encore une fois, une volonté première. On s'est pas dit on va réhabiliter quelque chose ou on va corner quelque chose. Non, il n'y avait pas d'agenda, mais au final, effectivement, en essayant d'être le plus juste et le plus honnête possible, c'est ça qu'il en ressort, en fait. Donc, voilà, on espère qu'il va le prendre comme ça.
Et la dernière question viendra du second rang. Bonsoir. Donc, d'abord, je pense que la mission est effectivement accomplie dans le sens où moi, ça m'a replongé quand j'ai lu les bouquins dans l'époque de Star Wars. Star Wars, je l'avais vu au cinéma, j'avais 7 ans. J'ai réussi à emmener toute ma famille. Je suis allé le voir 10 fois au cinéma. Hein, donc. Ouais. Et donc voilà. Donc effectivement, moi, ça m'a vraiment replongé dedans. Je vais pas revenir sur la qualité. De la manière dont c'est écrit, votre travail, Monsieur Hoffman, c'est vraiment palpitant dès le début. Vous l'avez illustré d'ailleurs effectivement par l'accident au début sur le premier, également sur le second. Moi, je voulais plutôt parler de l'aspect graphique, parce que c'est ce qui m'a vraiment interpellé. Et Monsieur Roche, vous avez répondu à ma question tout de suite, puisque vous avez parlé de storyboard. Et effectivement, quand on le regarde, maintenant, ça m'éclaire complètement. Moi, j'ai été vraiment fasciné par la manière dont le dessin est fait, dont aussi la dynamique, puisque ce sont principalement des scènes d'exposition, donc il n'y a pas d'action. Et donc pour le rendre palpitant, il faut effectivement avoir un sacré coup de crayon. Et j'ai beaucoup apprécié aussi, effectivement, et vous avez aussi répondu, la sobriété, le choix de couleurs aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, le fait d'avoir beaucoup de gris et juste 2-3 éléments colorés. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien et que ça donnait une identité vraiment particulière, parce que pour Star Wars, vous auriez pu facilement tomber dans quelque chose de très coloré, dans quelque chose de très proche en réalité de l'œuvre elle-même. Donc il se détache vraiment de ce bouquin. Enfin, je voulais mettre en avant cette partie-là qui m'a personnellement beaucoup plu. Donc ma question, c'est merci. Quel outil on peut s'arrêter là. Non, j'en ai quand même une. Okay. Vous avez dit que vous l'avez fait sur informatique. Quel outil avez-vous utilisé ? Photoshop, tout simplement, qui est à la base pas du tout un soft qui a été créé pour ça, mais qui est devenu, on va dire, une espèce de plateforme très généraliste. On peut faire tout un tas de choses et j'avais expérimenté ça depuis un petit moment. Je me souviens que même à l'époque, je créais mes brosses, tout ça. Depuis, je me repose sur des brosses qui ont été créées par d'autres, qui sont plus performantes, mais voilà, j'ai un panel de brosses et par contre, autre élément important, c'est la tablette Cintiq de Wacom. D'accord. Pas toute jeune d'ailleurs, ça doit être la 22 HD qui date d'il y a bien 10-15 ans, mais qui est toujours très solide, qualité Dutch Qualitat, comme on dit. Et qui est... En fait, c'est drôle parce que je sais qu'il y a des dessinateurs qui arrivent à dessiner avec des tablettes basiques, on va dire, qui ne sont pas des tablettes écran. Moi, j'avais toujours trouvé ça... contre nature, parce que je peux pas dessiner en regardant devant moi et j'ai besoin de voir ce que je fais et de regarder mon dessin, quoi, de regarder en tout cas ma main en train de dessiner et dès que j'ai commencé à expérimenter cette technologie à l'époque, ça a été une révélation, parce que là où je sais qu'il y a certains dessinateurs, j'en parlais avec Dominique Bertha il n'y a pas longtemps, et lui c'est l'inverse, en fait il a beaucoup de mal en numérique et il bosse que en tradi parce qu'il se sent plus libre. Moi, le numérique m'a au contraire émancipé, je dirais, de quelques contraintes et permis d'explorer davantage des choses, notamment en termes de couleurs. J'ai vachement progressé en couleurs grâce à ça, parce qu'à la base je faisais vraiment que du noir et blanc, que du dessin pur, parce que je peux le préciser aussi, au-delà du storyboard, je viens de l'animation. Ce qui explique aussi cette attention au côté dynamique, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand on travaille, j'ai eu une formation au Gobelin de dessinateur, d'assistant animateur, et donc du coup, on axe beaucoup sur le mouvement, sur rendre tout ça vivant, dynamique. Et je pense qu'il en reste des choses. Et donc c'est vrai que les outils, c'est tout assez basique finalement, quoi. C'est ce combo entre tablette, écran, Photoshop, un petit gant pour pouvoir bien glisser sur l'écran avec la main, et puis un peu de café. Voilà. Merci. Moi, c'est Word. Mais hacké ou non, je crois que Merci à vous deux. Merci à vos questions. Merci beaucoup.